trop fort. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Yamboulila Dipama et Alfred Chiango. La création d'une monnaie numérique est en gestation en Afrique, créée par une start-up irlandaise e-Currency et émise par la Banque régionale de marché. Cette devise devait répondre à la réglementation sur la monnaie électronique édictée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La Banque centrale régionale a finalement désapprouvé sa création. Explication d'Ibrahima Adoumaba. Le projet de création de la monnaie électronique ICFA rencontre la désapprobation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'institution a indiqué qu'elle n'est pas associée au projet porté par la Banque régionale de marché, émettrice de ce type de devise. Son refus de céder du terrain à une autre monnaie dans la zone CFA est catégorique. Il n'y a pas de rattachement du ICFA à la zone UEMOA. Il n'est pas non plus prévu une version électronique du franc CFA par la BCEAO. L'émission du franc CFA relève de la Banque centrale exclusivement. C'est une dénomination consacrée, un pouvoir régalien des États de l'Union qui a été conféré à la BCEAO. Aucune monnaie ne peut concurrencer le franc CFA dans l'Union en prenant sa dénomination et en créant une confusion. Le projet implique l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Banque régionale de marché et la start-up irlandaise e-Currency Mint Limited. Son lancement était prévu avant la fin de l'année 2017. Je pense que la Banque centrale, la BCE a opté pour la prudence et donc en principe une telle opération devait avoir l'aval, l'assentiment de la BCEAO. Ça n'a pas été apparemment le cas. C'est un bon projet, mais si la Banque centrale n'est pas associée, c'est vrai que ça pose problème. La BCEAO est la seule institution habilitée à émettre une monnaie dans la zone de l'UEMOA. Ce projet de monnaie électronique intervient dans un contexte où le franc CFA est de plus en plus contesté par les intellectuels et les leaders d'opinion africains. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour sécuriser l'intégration entre les économies de ces 15 pays membres, prévoit de lancer une monnaie unique à partir de 2020. Alfred, finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette désapprobation de la BCEAO ? C'est une très bonne question, Diarra, d'autant qu'existe déjà une réglementation de la BCEAO sur justement la monnaie numérique. Depuis 2002, ça existe, 2006, 2015 même. Et puis il y a des institutions qui existent, qui ont été reconnues, Orange et autres, qui font des paiements. Mais en termes de monnaie, là pour la monnaie. Évidemment, le problème pour la BCEAO, c'est la question de la maîtrise justement de cette émission. Elle permet que des institutions qui existent puissent être des institutions de paiement, simplement, mais pas de création ni d'émission de la monnaie, ce qui est le pouvoir de la BCEAO. Ça, c'est de manière formelle, de manière générale. Je pense que la crainte qu'il y a là aussi, c'est que l'initiative, bien sûr, est partie d'une banque irlandaise, mais c'est parce qu'aussi c'est parti du Sénégal par la BRVM, qui voulait justement susciter, voilà exactement, qui siège à Dakar, qui voulait lancer sans nécessairement concurrencer. On avait le sentiment que la BCEAO allait accompagner ce projet et que finalement elle s'est rétractée. Oui, mais est-ce qu'elle a été réellement associée? D'après ce qu'on entend, c'est qu'elle n'a pas été associée. Au départ, elle parlait d'un problème au niveau de l'appellation de l'ICFA. Donc voilà. Mais est-ce que c'est un détail, cette appellation? Non, ça n'est pas un détail, mais c'est plutôt, au fond, regarder un peu en amont, parce que quels sont les liens entre la BCEAO et la Banque de France, d'accord? Est-ce que la BCEAO a besoin de l'autorisation de la Banque de France pour amener une autre monnaie? Point d'interrogation. Est-ce que quelqu'un au sein de la BCEAO n'est pas content justement d'avoir été doublé? Point d'interrogation. En tout cas, là, on n'est qu'au niveau des supputations. Mais l'argument qui est avancé comme quoi il risquerait d'y avoir confusion entre l'ICFA et puis la monnaie papier, je crois que c'est un argument fallacieux.
Et qu'est-ce qui distingue l'ICFA dont on parle au Bitcoin, la devise pionnière justement du numérique? Ça c'est différent parce que le Bitcoin, c'est finalement, on a vu que c'était aussi une monnaie, qui, d'une manière ou d'une autre, servait à recycler un certain nombre de... c'est ça, voilà, exactement. Et donc, mais là, pour le coup, il y aurait eu un contrôle, hein, quand même, qui aurait permis d'éviter justement cela. Donc, pour moi, effectivement, ça n'est pas très clair, l'attitude de la BCAO, mais je pense plutôt que c'est le fait qu'elle n'est pas à l'initiative de la mise en place de cette monnaie-là. Monsieur Dipama, qu'est-ce que vous pensez de cette désapprobation de la BCAO autour de la création de ce ICFA? L'argument qu'ils ont avancé reste quand même un argument qu'il faut prendre en compte, hein, malgré tout, parce qu'il y avait risque, quoi qu'il en soit, de l'appellation. Après, on aurait pu appeler ça, je ne sais pas. Moi, je trouve que le nom reste quand même quelque chose c'est un détail, hein, pour moi, mais sachant qu'il y a quand même ces pays-là, de l'espace, en tout cas qui ont régi quand même l'espace monétaire ensemble, et que cette monnaie n'allait pas être émise, en tout cas par l'espace UEMOA, quelque part, ça pose un problème. Elle peut être à l'origine, dans quelques temps, de ce type de monnaie? Oui, elle peut être à l'origine, probablement, mais il y a aussi un détail qui, pour moi, reste quand même important, c'est aussi la sécurisation de ce type de monnaie, parce que, quelque part, cette bourse régionale des valeurs immobilières, que ce soit à Dakar ou à Abidjan. Là, c'est la Banque régionale de marché la met Banque en place. régionale, et que ce soit à Dakar ou à Abidjan, quelque part, il faudrait avoir une vision sur l'émission de ces monnaies et comment, en fait, quelque part, on peut spéculer là-dessus. Parce qu'il y a aussi un réel problème. Donc la réglementation n'est pas encore mise en place. Peut-être ça expliquerait cette crainte, d'après vous, M. Dipama? La réglementation était peut-être mise en place, mais sans forcément être mise en épreuve quelque part, parce qu'aujourd'hui, ils ont mis une réglementation pour le paiement mobile, par exemple, uniquement, mais ils n'ont pas envisagé notamment cette monnaie électronique qui pouvait être mise en place. Donc, quelque part, voilà, il faut... C'est ça la crainte, hein, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, effectivement, de l'outil. Et donc ils se disent, mais comment est-ce que ça va... C'est une désapprobation, j'allais dire, de prudence, en fait, quelque part. Diplomatique, oui. Voilà. Et puis, je pense aussi peut-être que, se disant, mais si cette monnaie-là entrait en circulation, est-ce que ça ne serait pas le lieu du blanchiment, ça ne serait pas une blanchisserie justement de la criminalité? C'est pour ça que je parlais de la sécurisation. Notamment oui, on parlait de la lutte contre la fraude, effectivement. C'est ça, voilà. Oui. Il y a peut-être ce risque-là, hein, qui existe, hein, mais bon, le Bitcoin, par exemple, eux, ils ont déjà perdu, je sais pas, 75 millions de dollars et près de 20% de sa valeur. Et ça, c'était en août dernier, autour d'une monnaie aussi numérique. Oui, tout à fait. On va à présent parler de la Côte d'Ivoire. Une légère zone de turbulence touche le pays depuis quelques mois. Les événements socio-économiques secouent le pays, ce qui pourrait altérer les performances économiques du pays à long terme, si rien n'est fait pour résoudre cela, selon plusieurs rapports et études économiques. Les précisions de Deo Gracia Sokpodo. Le Fonds monétaire international évoque une révision des projections économiques et budgétaires de la Côte d'Ivoire pour le compte de l'année 2017. Dans les grandes lignes des discussions menées avec les autorités ivoiriennes, l'institution estime que la chute de plus de 35% des cours mondiaux de certaines matières premières, notamment le cacao, a diminué les revenus d'exportation et les recettes budgétaires du pays. Les revendications sociales enregistrées au cours des derniers mois ont également occasionné des dépenses budgétaires supplémentaires. Les discussions de la première revue du programme ont permis aux autorités et au FMI de conclure un accord ad référendum sous réserve de son approbation par la direction du FMI et du conseil d'administration. L'examen pour approbation du conseil d'administration est attendu pour juin 2017. Les performances réalisées dans le cadre du programme appuyé par le FMI ont été bonnes en 2016. En 2016, la Côte d'Ivoire avait enregistré un taux de croissance de 8% pour une inflation contenue autour de 1% et un déficit budgétaire estimé à environ 4% du produit intérieur brut. Le pays éprouve dès lors quelques difficultés financières et économiques. En mars 2017, les cours du cacao sont tombés à leur niveau le plus bas depuis plus de 3 ans. Le FMI et les autorités ivoiriennes ont donc convenu de la nécessité de poursuivre les réformes nécessaires à une croissance tirée par le secteur privé.
L'équipe du FMI et les autorités se sont également accordées sur la nécessité de continuer les réformes structurelles nécessaires à une croissance tirée par le secteur privé. Nous nous réjouissons des réformes en cours portant sur l'administration fiscale, facilitant le paiement des impôts. La finalisation de la restructuration de la dette de l'entreprise nationale de raffinage devrait renforcer sa stabilité financière. En outre, l'apurement des passifs dans le secteur de l'énergie permettrait d'assurer la viabilité financière du secteur. En décembre 2016, 2 accords triennaux au titre de la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit avaient été signés entre le FMI et le gouvernement ivoirien pour environ 658,9 millions de dollars. Première économie francophone en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire avait déjà enregistré une croissance à 2 chiffres, soit 10,7% en 2012. Monsieur Dipama, la Côte d'Ivoire reste quand même un poids lourd économique, une valeur sûre pour le paysage ouest-africain, notamment pour les investisseurs. On a même l'agence de notation à Bloomfield qui lui a attribué une note de 6,1 sur 10, en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment l'inflation et la croissance de 8%. Mais d'après vous, est-ce qu'il faut tout de même s'inquiéter ? Oui, il faut s'inquiéter. Enfin, le reportage montre clairement 2 choses. C'est la matière première, les cours de matière première qui baissent, donc ce qui amène le pays quelque part aussi à ne pas être très dépendant de l'exportation, en tout cas de la matière première brute, donc essayer de transformer sur place pour pouvoir avoir une plus-value ou en tout cas une valeur ajoutée, mais aussi cette fronde sociale quelque part avec notamment il y a eu au niveau de l'armée, il y a eu 2 ou 3 frondes qui ont permis, en tout cas qui ont montré qu'il n'y avait pas une stabilité profonde quelque part. Et puis le pays sort quand même de 10 ans de guerre. Donc il faut forcément avoir des réformes structurelles pour pouvoir permettre au pays notamment d'avancer. Mais il y a des efforts qui sont faits, notamment au niveau de l'administration fiscale, notamment cette volonté de purer en tout cas les dettes de quelques grandes sociétés, notamment la société de raffinage. Oui, moi je trouve qu'il y a de bonnes perspectives, mais il faut accompagner cette dynamique, notamment avec ces bailleurs internationaux qui essaient de se dire que c'est le secteur privé qui peut tirer en tout cas l'économie du pays, et ça c'est quand même très important. Alfred, Monsieur Dipama vient de parler justement de ces problèmes sociaux qui ont été mis en avant et économiques. Est-ce que ces problèmes-là pourraient altérer les performances économiques à long terme, en tout cas, de la Côte d'Ivoire ? Non, à court terme sûrement, mais à long terme non, parce que petit à petit, on est en train de sortir déjà de la crise ivoirienne, mais on sort aussi de la crise du pétrole. Le gouvernement a essayé de régler le plus urgent, c'est-à-dire les problèmes sociaux qui se sont posés, les grèves ou les mutineries de l'armée. Ça a grévé, ça a touché un peu les réserves du pays. Mais la Côte d'Ivoire a un capital confiance important des investisseurs et des institutions internationales. Ça, c'est capital. Et puis, il y a un effort qui est fait pour la diversification de l'économie. Et d'ailleurs, quand on a rappelé des chiffres, dit au fond, même l'inflation a été contenue à 1%, c'est ça, voilà. Et puis, le déficit à 4% du PIB, ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est-à-dire qu'il y a une certaine maîtrise, mais évidemment l'effondrement de cours du cacao impacte beaucoup les recettes du pays et donc le budget, d'où cette nécessité justement de revoir un certain nombre de projets. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a commencé de le faire, notamment en termes des grands travaux, des grands projets. Qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas urgentes dans l'immédiat. Donc il y a eu un sursis là-dessus, ce qui permet d'équilibrer les choses. Et puis, on table toujours sur 8% justement de croissance, ce qui est une bonne chose. Et on parle beaucoup de ces taux de croissance élevés, notamment pour la Côte d'Ivoire, mais le taux de pauvreté a lui faiblement reculé. C'est ce qui a été mis en avant aussi aujourd'hui, passant de 48,9 à 46,3%. Là encore, des efforts sont à poursuivre pour le pays. Oui, mais ça se poursuit notamment par une meilleure redistribution, par l'assainissement des finances publiques, par la restructuration de l'économie, c'est-à-dire par le redéploiement dans d'autres secteurs. Et notamment dans le secteur minier, il y a des nouvelles mines qui vont être créées. Et puis,
On est en train de revoir la filière cacao-café, de renouveler les implants. Et puis, il y a cette nécessité aussi de former, de la formation des cadres. Et puis, l'idée de transformation sur place. Voilà. Ça fait toute une série de choses qui laissent augurer, justement. De bonnes perspectives. Exactement. Donc plutôt positif, d'après vous, messieurs. Oui. On va parler à présent de notre chiffre du jour, 70 milliards de francs CFA. C'est le montant que coûteront les travaux de construction de la route de 205 km reliant les localités de Mora, d'Abanga et Kosséry dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Alfred, quand on voit la mise en place d'un tronçon, d'un long tronçon comme ça, intra-régional entre plusieurs pays, est-ce que c'est un moyen d'intensifier ces échanges commerciaux dont on parle énormément et qui fait défaut parfois à l'Afrique centrale? Je pense que tout ce qui va dans le sens du renforcement de l'intégration régionale ou sous-régionale va dans le bon sens. Et l'Afrique, dans son ensemble, souffre trop justement de ces barrières, de cette absence justement d'infrastructures qui permettrait justement l'évacuation de produits dans l'un comme dans l'autre sens entre les différents pays et les différentes régions. Et donc là, cette initiative, elle est fort louable parce que ça permet de désenclaver le nord du Nigeria, le nord du Cameroun et puis du Tchad, et ça favorise l'évacuation des produits de première nécessité entre ces trois pays. C'est tout à fait important. Mais quand on voit que les travaux viennent d'être confiés au génie militaire, une unité spécialisée de l'armée camerounaise, est-ce que ça arrive fréquemment, ce type de modèle? Au Cameroun, non en Afrique en général, mais au Cameroun, le gouvernement camerounais a depuis toujours fait confiance au génie militaire parce qu'il y a un certain nombre d'ingénieurs qui sont là-dedans. Et puis, il y a une expertise, il y a une expérience de ces grands travaux. Et puis, sur la question de la sécurité dans le Nord, on voit Kolfata qui est tout le temps attaqué. Donc, c'est une très, très bonne chose. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci donc à M. Yamboulila Dipama. Vous êtes secrétaire général adjoint du MPP France, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et merci également à notre éditorialiste Alfred Changou. Ravissement de vous avoir retrouvé, Diarra, autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant en ces débuts de semaine. Et moi, je remercie l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Restez sur Africa 24, l'information se poursuit.